je vais poser une image, ou plutôt deux, mais qui, prises ensemble, n'en font aucune, parce que le peuple qu'elle désigne disparaît entre les deux. Et quand je dis deux images, encore n'est-ce pas certain, car la première n'en est pas une, en tout cas pas tout à fait. J'ai l'air de vouloir vous égarer, comme dans ce tableau de Jérôme Bosch, l'escamoteur, où le joueur de bonneteau atteste de sa bonne foi en exhibant la bille et les gobelets vides. Où est le peuple, mesdames et messieurs? Pas dans celle-ci, pas dans celle-là. Cependant qu'un coupeur de bourse soulage discrètement les spectateurs, soupçonneux et fascinés. Mais l'égarement fait partie du tableau, parce que, en philosophie, à l'idée qu'il n'y a pas d'image du peuple, fait constamment écho le sentiment qu'il y en a trop, de sorte que l'escamotage naît de la manière dont elles disconviennent et paraissent se contester réciproquement. En bref, si le peuple manque, c'est que le compte n'y est pas. Les deux images dont je parle, l'une et l'autre récentes, proviennent également d'Iran. La première date du 20 novembre 2019. Plutôt que d'une image au sens strict, il s'agit d'une infographie produite par le site d'une organisation non gouvernementale, netblocks.org, spécialisée dans la défense des droits et de la liberté numérique. L'infographie fut ensuite reprise et diffusée à la télévision. Il s'agit, je le disais, d'une moindre image. L'infographie télévisée, c'est, on le sait, un genre qui intervient plutôt dans nos journaux d'information quand il n'y a pas d'image. Lorsqu'il s'agit de rendre sensibles des données abstraites, dont la présentation chiffrée découragerait le spectateur, ou quand le reportage n'est pas arrivé. Or ici, cela va plus loin. L'absence d'image est l'objet même de cette infographie puisqu'elle retrace l'effondrement spectaculaire de la connectivité à Internet, survenu en Iran le 16 novembre 2019. Cette coupure, quasi totale, durera jusqu'au 23 novembre. Initiée d'abord dans les villes de Téhéran, Machhad, Shiraz, accompagnée d'une mise en rideau des services de téléphonie mobile dans le pays, cette coupure est la plus grave interruption de service, la plus sophistiquée aussi du point de vue technique, jamais documentée par l'ONG NetBlock. Comme vous le savez, l'objectif politique de cette disruption était clair. Il s'agissait d'éviter que les Iraniens ne puissent partager via les réseaux sociaux les images de la répression sanglante infligée au mouvement de protestation né quelques semaines plus tôt. Sur l'infographie, la baisse de connectivité dessine un brusque abîme. Dans cet abîme, furent abattus et précipités des protestataires dont le nombre demeure incertain. Amnesty International évoqua quelque temps 304 morts, avant que 3 responsables du ministère iranien de l'Intérieur ne revoient ce chiffre aux environs de 1500. Je vous l'ai dit, le compte n'y est pas. Or, il se trouve qu'à cette moindre image se substitua peu de semaines plus tard, le 7 janvier 2020, une autre image, tout aussi saisissante, mais cette fois pléthorique, surchargée. Une image qui effaçait les silhouettes singulières, non pas sous l'abstraction des courbes ou des chiffres, mais dans la masse compacte d'une multitude assemblée à Kerman, ville natale du général Soleimani, abattu en Irak par un drone américain. La foule, saisie du dessus, est cette fois incalculable. Elle monte à l'assaut de l'image. Elle investit les moindres interstices entre les bâtiments. Elle se presse fiévreusement contre elle-même. Ce jour-là, une bousculade fera 50 morts. Il y a du monde, beaucoup, indiscutablement. Mais le paradoxe de cette image est qu'au moment même où elle vient s'inscrire visuellement dans la série de toutes ces photographies, de toutes ces vidéos saturées au long de l'année 2019 par des foules massives en provenance de Santiago, de Khartoum, de Hong Kong, d'Alger, de Beyrouth. Cette image en constitue aussi l'exact négatif, puisque cette fois, la multitude fait corps autour du cercueil du dignitaire abattu, manifeste l'union sacrée des Iraniens avec leur gouvernement dans le contexte d'un affrontement international, et rend hommage à un militaire
qui fut l'un des principaux artisans de la répression sanglante dont, en l'absence d'images, l'infographie dessinait tout à l'heure, comme à la craie autour d'un corps, la silhouette ensanglantée. Alors on peut gloser sur l'ironie mortelle de ce retournement. À s'en tenir au ras du regard, se superposent deux images d'allure inverse, l'une dépeuplée, l'autre surpeuplée, mais où chaque fois le peuple manque. Parce que les vidéos des obsèques du général Soleimani paraissent donner corps à la voix même que Nietzsche prêtait, dans l'un des passages les plus connus de son Zarathustra, au monstre froid étatique. Je cite : « L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Il n'y a pas d'image du peuple. Cela pourrait donc vouloir dire non pas il n'y a pas d'image du tout, mais toute tentative pour produire des images qui soient par le peuple et pour le peuple, toute tentative se voit exposée tantôt au risque d'une disparition, d'un effacement pur et simple, et tantôt au risque d'une forme de résorption, de soudure, au sens où je disais tout à l'heure que la mort de Soleimani avait soudé les Iraniens, mais aussi au sens littéral du terme, parce que souder, après tout, cela consiste à refermer un interstice, un écart ou une marge de jeu. Je serais tenté de rapprocher cette dualité de celle que Freud met au jour lorsque, dans l'interprétation des rêves, il analyse le processus par lequel les pensées du rêveur trouvent à s'exprimer sous forme imagée. Il distingue alors, vous le savez peut-être, deux dynamiques, ce qu'il appelle le déplacement et ce qu'il appelle la condensation. Tantôt déplacement, une chose à la place d'une autre, comme dans la métaphore, tantôt condensation, c'est-à-dire plusieurs choses en même temps, comprimées dans la même image, comme dans une métonymie. Tantôt le coffret tient lieu du sexe féminin qu'on ne veut pas montrer, tantôt on nomme la voile, mais c'est tout le bateau qu'on désigne et qui vient. Au chapitre du déplacement, du côté de l'infographie des gouffres, il faudrait ranger toutes ces tentatives d'insérer dans le flux des paroles, dans le tissu sans couture des savoirs, le bref silence d'une image. Non pas pour montrer le peuple, pour en manifester la pleine présence, mais pour témoigner au contraire du fait qu'on ne le voit plus. Au point que cette disparition oblige à ne plus parler le langage de la description ordinaire. Lisons, tenez, les historiens. Voici Georges Duby, qui s'apprête à traiter de l'instauration au tournant du XIIe siècle de nouveaux usages matrimoniaux. Je cite : « Je restreins cette fois mon champ d'observation à la bonne société, au monde des rois, des princes, des chevaliers, convaincus pour autant que les comportements et peut-être les rites n'étaient pas tout à fait semblables pour le peuple des campagnes ou des bourgades. Mais pour une première approche du problème que je pose, les conditions du travail historique m'obligent à me limiter de la sorte. Dès que l'on quitte cette mince couche sociale, l'obscurité devient impénétrable. » Voyez qu'avec l'obscurité, c'est la langue de la métaphore qui s'insinue dans la description des ordres. Et la nuit, cette nuit qui monte, c'est une image là où il n'y en a plus. Écoutez Romain Bertrand, historien plongé dans l'étude des minutes d'un procès en sorcellerie qui se teinte à Manille en 1577. Et Bertrand, d'essayer par-delà la voix des conquistadors ou des inquisiteurs, de se mettre à l'écoute de la voix des sorcières elles-mêmes, c'est-à-dire des colonisés. Je cite : « Il en va de l'archive de la conquête, comme de ces jetées suspendues parmi les brumes. Si elles mènent très avant au-dessus des mondes indigènes, elles n'en laissent jamais apercevoir la surface, moins encore les profondeurs. De temps à autre, l'instant d'un effroi, le silence se rompt, l'écho mat d'un remous signale le mouvement ondoyant d'une entité aux indécidables contours. Un appel,
aux accents inouïs, claquent dans le lointain, c'est alors non pas surgissement du sens, mais avènement de l'incompréhensible. Mots criés dans des langues extraordinaires que nul ne sait déchiffrer, paroles à jamais perdues, parce que distordues sitôt que consignées. Vous voyez que la langue poétique ne vient pas ici relayer le discours savant pour en prolonger les pouvoirs, mais pour en désigner les limites. Non pas pour combler les vides, mais pour les manifester. Et tout se passe du coup comme si les images que l'on convoque pour dire ce peuple qui n'est pas là, comme si ces images demeuraient flottantes, incertaines, comme marquées d'un point d'interrogation. De ce suspens, l'exemple le plus connu est évidemment le poème que Bertolt Brecht intitule en 1949 « Question que se pose un ouvrier qui lit ». Lisons-en quelques vers. Qui a construit Thèbes aux 7 portes? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Babylone, détruite plusieurs fois, qui tant de fois l'a reconstruite? Dans quelle maison de l'Imal adoré logèrent les ouvriers du bâtiment? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons? Rome la grande est pleine d'arcs de triomphe, qui les érigea? De qui les Césars ont-ils triomphé? Byzance, la tant chantée, n'avait-elle que des palais pour les habitants? Même en la légendaire Atlantide, hurlant dans cette nuit où la mer l'engloutit, ceux qui se noyaient voulaient leurs esclaves. Dans ce texte, consacré aux ouvriers du monument, comme on dirait les ouvriers du bâtiment, dans ce texte, il ne s'agit pas seulement de marquer d'un point d'interrogation comme d'une croix sur une carte la place absente de ceux qui édifièrent le monde. Brecht ne souligne pas le contraste entre l'arrogance des palais que l'histoire retient et les cahutes qui logèrent les ouvriers. Il ne le fait pas sans transférer discrètement aux cahutes quelque chose du prestige des palais, sans répandre sur les baraques de chantier un peu de l'or de Lima. Ce texte n'interroge pas l'oubli des ouvriers du monument, sans élever par contagion, par déteinte, un monument aux ouvriers. Or, ce geste-là, ce geste de restitution, puisqu'il s'agit somme toute de rendre Thèbes, Babylone ou Lima à ceux qui les ont faites, comment s'assurer qu'il ne substitue pas un effacement à un autre, qu'il n'écrase pas sous une stèle ou un arc de triomphe, quand bien même ce seraient les leurs, ceux qui peinaient déjà à traîner les blocs de pierre des rois. Même si c'est très injuste pour Brecht, je ne peux m'empêcher d'entendre dans ce poème si connu l'écho d'une phrase qui l'est beaucoup moins, phrase peut-être apocryphe, par laquelle Staline aurait exprimé son peu de goût pour l'art des avant-gardes, pour les audaces des constructivistes, des Malevitch ou des Tatlin. Le peuple aussi, aurait dit Staline, le peuple aussi a droit aux colonnades. Vous savez ce qui s'ensuit. Le réalisme socialiste, c'est-à-dire l'identification sans reste du peuple avec son image glorieuse, le passage du point d'interrogation au point d'exclamation, soudant le destin de la classe ouvrière à son expression dans le parti État. Autant dire qu'il ne faut pas se contenter de faire le relevé ou l'herbier de toutes les invocations adressées au peuple qui manque. Il faut encore se demander chaque fois qui, au juste, invoque cette absence. Qui se présente comme le premier, chaque fois le premier, à réparer cette injustice en parlant pour les incomptés, les oubliés, les invisibles. Pour parler dans les termes de Freud, la condensation peut percer sous le déplacement, et sous le lamento de son effacement, le peuple finit alors sculpté aux portes de Thèbes ou enterré au fond des jardins de Babylone. Or, la combinaison peut aussi être inverse. Non l'oraison qui pétrifie,
le renversement de la déploration en coup de trompette, mais l'éloge qui subtilise. Le portrait du peuple majuscule, du peuple en majesté, si entièrement représenté par l'un de ces détails qu'il y disparaît sans demander son reste et qu'aucune trace de lui, ou presque, ne subsiste à l'écran. Prenez, tenez, ce très jeune homme noir en gros plan, les yeux levés, la main droite ouverte contre la tempe dans la position du salut, la face interne des doigts légèrement plus claire. C'est une couverture de Paris Match, dont Roland Barthes fait, dans la postface de ses mythologies, le cas d'école de la fabrique des mythes. Tout repose ici sur la condensation. Le jeune homme vaut pour toutes les populations colonisées, comme la voile vaut pour le bateau, mais il y abandonne au passage sa singularité de jeune homme, il s'en voit dessaisi, sa jeunesse même devient un porte-drapeau. Et cet abandon se redouble, se répète, dans la parfaite adéquation patriotique des populations colonisées avec la nation française. Ici aussi, cela condense, puisqu'à travers ce jeune homme, les populations colonisées s'identifient tout entières, sans débord, au destin de la puissance coloniale et civilisatrice. L'identification est même si forte qu'elle déteint sur l'analyste, puisque, lorsqu'il évoque cet exemple dans Mythologie, Roland Barthes indique que le regard du jeune homme est fixé sur un pli du drapeau français. Aucun drapeau n'est visible à l'image. C'est Roland Barthes qui l'hallucine. C'est qu'on ne voit plus rien. On ne voit plus rien sinon la France qui n'est pas là. C'est un peu comme l'absence de tout bouquet qu'évoquait Mallarmé à propos de la fleur du poème. C'est sur les mythologies que je voudrais m'arrêter, justement. Pour notre affaire, ce texte de 1957 porte au moins 3 indications précieuses. Premièrement, l'opération mythique telle que Barthes l'a décrit est très précisément ce qui nous permet de comprendre qu'il n'y a pas d'image du peuple alors qu'il y en a tant. C'est que chacune de ces apparitions est un effacement. Et l'effacement même de ce qu'elle efface, selon la logique du crime parfait. Vous savez, le beefsteak et les frites, la déesse, le Tour de France, toutes ces figures examinées par Barthes dans les mythologies tracent les contours d'une culture populaire française dont Barthes essaie à chaque fois de comprendre comment elle est subtilisée, à force d'être élevée au rang de symbole de la francité. Cette opération, la postface des mythologies la ramasse dans une formule saisissante. Il parle alors de ces chalets basques que l'on croise entre 2 pavillons de banlieue. Je cite : « Le mythe est une parole volée et rendue. » Et un peu plus loin, « Le mythe est toujours un vol de langage. Je vole le nègre qui salue, le chalet blanc et brun, la baisse saisonnière des fruits, non pour en faire des exemples ou des symboles, mais pour naturaliser à travers eux l'empire, mon goût pour les choses basques, le gouvernement. » Escamotage, vous vous souvenez ? Deuxième indication, de cette espèce d'escamotage, le peuple n'est pas seulement une victime parmi d'autres. Il est, tout à la fois, l'une des cibles principales et l'un des instruments privilégiés. Il est une cible parce que, pour Barthes, le mythe organise d'abord et avant tout la disparition des opprimés, c'est-à-dire, dans son vocabulaire d'alors, des prolétaires et des colonisés. Mais il est un instrument aussi parce que, selon Barthes, dans la société bourgeoise, la bourgeoisie est avant tout animée par un intense désir de discrétion, d'anonymat. Il écrit « La bourgeoisie a effacé son nom en passant du réel à la représentation. Elle fait subir à son statut une opération véritable d'ex-nomination. La bourgeoisie se définit comme la classe sociale qui ne veut pas être nommée. » De sorte que, suivez bien les gestes rapides, observez bien l'escamoteur et n'oubliez pas de surveiller votre bourse.
Le mythe est cette opération qui, dans l'image qu'il donne du peuple, organise non seulement l'invisibilité de celui-ci, mais celle de son autre, la bourgeoisie. Plus précisément encore, le peuple devient invisible en prêtant ses contours visibles à une bourgeoisie qui, elle-même, ne tient pas à être reconnue. Et ce ne sont plus alors ni l'ouvrier, ni le bourgeois, mais l'homme qui aime le beefsteak et les frites, la déesse ou le Tour de France. Comme disait la chanson, tout ça fait d'excellents Français. Dernière indication que je tirerai de ce texte. Bien sûr, dans les mythologies, il s'agit de montrer comment tout peut devenir image ou cliché, au sens métaphorique du terme. Or, en même temps, certains indices laissent penser que Barthes confère aux images, aux clichés, les vrais, celles qui se voient, les images qui se voient, qu'il confère donc aux images le pouvoir de résister, même un tout petit peu, à ce dessaisissement. Il écrit, au passage, « Une image totale exclurait le mythe. En général, le mythe préfère travailler à l'aide d'images pauvres, incomplètes, où le sens est déjà bien dégraissé, tout prêt pour une signification, caricature, pastiche, symbole, etc. » Comme si, avec l'image, le crime ne pouvait jamais être que presque parfait. Comme si il subsistait à la fois la trace de ce que l'on ne veut pas voir et le signe qu'on l'a fait disparaître, un peu comme dans Blow Up, le film d'Antonioni. C'est après tout cette piste que Barthes suivra bien plus tard à propos de la photographie, dans son livre intitulé « La chambre claire ». Il montrera alors que quelque chose dans l'image résiste à se laisser enrôler, qu'un élément y pointe comme une lueur et y poigne comme une émotion. C'est peut-être pour cela que Barthes choisit pour le nommer cet élément le mot de punctum. Ça n'est sans doute pas un hasard alors si les images qui composent le corpus de ce livre font, en 1980, discrètement signe à ce que Barthes nommait les opprimés. Il revient à la chercheuse Magali Nachtergaele, dans son livre Roland Barthes contemporain, de l'avoir montré, je la cite. Dans la chambre claire, sont en effet représentés ce qui a été appelé des minorités. Par ce geste presque invisible, très peu de commentateurs de la chambre claire ont regardé les seules images pour tenter de comprendre leur sens. Barthes a mis en scène une pensée, scène d'une histoire des 100 visages de la photographie, dans le même esprit que l'histoire populaire des États-Unis, de l'historien activiste Howard Zinn, édité la même année que la chambre claire. Ainsi, l'idée qu'il n'y a pas d'image du peuple, dont les mythologies de Barthes produisent l'analyse implacable, cette idée-là est débordée dans cet autre livre, à condition de bien regarder. Dans la chambre claire, l'image passe l'image et un peuple trouve à s'y réfugier. Vous avez suivi l'escamoteur ? Vous avez bien suivi ses gestes ? Quelqu'un a-t-il repéré le moment où la bille est passée du gobelet de la philosophie à celui de l'histoire ? Car enfin, je croyais que nous avions fixé les règles au départ. À toi la philosophie, à moi l'histoire. Chacun sa croix, chacun son couloir. Et pourtant, voici que l'on vient d'entendre de la bouche même du philosophe qui, non content de lire des historiens, nous a délivré une profonde leçon de méthode, comme si, avec l'image, le crime ne pouvait jamais être que presque parfait, comme s'il y subsistait à la fois la trace de ce qu'on ne veut pas voir et le signe qu'on l'a fait disparaître. Fin de citation. Et là, je suis sérieux. Il me semble en effet que ce qui rend possible et nécessaire le métier d'historien, c'est précisément cela. Le fait que l'escamoteur finit toujours par être confondu et qu'en effaçant des traces, on en laisse d'autres, pas nécessairement celles qu'on n'a pas réussi à masquer, mais celles justement qui subsistent du fait même
qu'on les a trop bien effacées. Voici pourquoi cet escamotage est toujours un déplacement. Une métaphore ou une métonymie, je ne sais, mais en tout cas, un déplacement. Qu'il n'y ait pas d'image du peuple implique inévitablement que l'on ne peut, sans mentir, parler au nom du peuple. Tous ceux qui y prétendent parlent à sa place, au lieu du peuple, entendons à la fois à la place de et tenant lieu de, ce qui n'est pas seulement de la ventriloquie, mais de l'usurpation. Voici pourquoi il appartient à Régine Robin, historienne de la parole révolutionnaire et de la mémoire saturée, c'est-à-dire de l'encombrement monumental, d'avoir dit sur ce sujet de la mémoire et de l'oubli ce que je tiens pour essentiel. Le véritable oubli n'est peut-être pas le vide, mais le fait de mettre immédiatement autre chose à la place d'un lieu autrefois habité, d'un ancien monument, d'un ancien texte, d'un ancien nom. C'est cela l'histoire. Ce mouvement de substitution, cette tentative de combler les vides par cette reconstruction qui, disait Gunther Anders au sujet d'Hiroshima dont je parlais la semaine dernière, est la destruction de la destruction, et en même temps, le fait que cet escamotage est toujours voué à l'échec, qu'il restera toujours quelque chose, que rien n'est jamais perdu pour l'histoire. Tel est l'optimisme fondamental de Walter Benjamin, le chiffonnier des signes involontaires, de ces traces laissées là, qui ne disent rien d'autre que « quelqu'un est passé par là ». Alors, puisque tu parlais de la chambre claire, rentrons-y ensemble. Et ce, d'autant plus que cette révélation photographique dont je parlais pour la grotte préhistorique et l'éclair atomique, cette empreinte, un peu de temps laissé dans la matière, c'est l'histoire de la photographie qui la documente la plus précisément. Dans sa petite histoire de la photographie, 1931, Walter Benjamin désigne Eugène Hadget comme l'homme qui travaille à dissiper l'aura des choses, ce comédien qui, rebuté par son métier, effaça son masque, puis se mit en devoir de démaquiller aussi le réel. De Paris, il ne photographiait pas les vues célèbres, mais les à-côtés, les arrière-cours, les cages d'escalier. Je cite, « La ville, sur ces images, est inhabitée, comme un appartement qui n'aurait pas encore trouvé de nouveaux locataires. Surtout, elle est donnée à voir comme l'on relève des pièces à conviction pour le procès de l'histoire. On a dit à juste titre, écrit à nouveau Walter Benjamin, mais cette fois-ci dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, on a dit à juste titre qu'il avait photographié ces rues comme on photographie le lieu d'un crime. Le lieu du crime est lui aussi désert. Le cliché qu'on en prend a pour but de relever des indices. Permettez-moi un aparté. Ces photos, cela fait longtemps que je les regarde. Je les ai encore données à voir à Beaubourg en janvier dernier, mais là nous sommes en avril 2020, et ces images de rues désertes, dépeuplées, saisies comme une scène de crime, les voici à nouveau devant nous et, elles sont inentamées, oui, mais nous qui les regardons, peut-être pas. Alors poursuivons. Poursuivons cette histoire indiciaire, donc en s'intéressant justement à la reproductibilité technique des images et de l'écart, comment as-tu dit, le bâillement qu'elles ménagent. Un document exceptionnel permet de le rendre visible. Il s'agit de daguerréotypes représentant la barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt avant et après l'attaque par les troupes du général Lamoricière le lundi 26 juin 1848. C'est un des titres de ces 3 daguerréotypes. Mis au point par Nicéphore Niepce et Louis Daguerre en 1839, ce procédé photographique, le premier à être commercialisé dans le monde entier, produit une image sans négatif en exposant directement la lumière à une surface d'argent poli. Le physicien et astronome François Arago, qui est devenu ministre de la guerre dans le gouvernement provisoire de la Seconde République, a promu cette invention française dont on disait alors « c'est un miroir dont on garde les empreintes ». On connaît le nom de l'opérateur de ces images, Charles-François Thibault.
C'est un négociant et un inventeur, c'est un homme de progrès, il est engagé lui aussi dans le mouvement de 1848, il est engagé dans un club fraternel du faubourg Saint-Denis. Alors ce que l'on voit donc ici, c'est une barricade, c'est une image du peuple. Lors du soulèvement de Prague du 12 juin 1848, c'est en français que les émeutiers désignaient la barricade, c'est-à-dire la fortification éphémère, disent les dictionnaires du temps, ce qui est bricolé pour barrer l'accès d'une voie et soutenir le combat de rue. Alors certes, le mot est ancien, il viendrait des barriques que l'on entasse avec des pavés, des meubles, tout ce que l'on a sous la main de morceaux de ville à remployer pour entraver l'avancée des troupes, les assaillir de différents projectiles depuis des fenêtres ou depuis l'autre côté de la barricade. Mais si le mot est ancien, la chose l'est tout autant. On se souvient à Paris de cette journée des barricades du 12 mai 1588, qui est tout sauf le fruit d'une improvisation populaire, mais le résultat d'une mobilisation politique, celle des ligueurs. On se souvient surtout de la Révolution française et de ses rejeux successifs dans la première moitié du XIXe siècle. 1848, c'est l'apogée de la barricade. On en construit 200 à Vienne, 1500 à Paris, 2000 à Milan. Elle devient l'objet révolutionnaire par excellence, comme l'a montré Quentin de Lehermoz. Dresser des barricades, c'est lancer un appel à l'insurrection. La puissance symbolique de cet effet de signal commençant à l'emporter sur son efficacité militaire, parce que les troupes chargées de rétablir l'ordre trouvent la parade en les détruisant à coups de canon ou en les contournant par la destruction des maisons adjacentes. Reste que la barricade organise l'espace urbain, en distribuant l'espace, en polarisant le conflit. On est d'un côté ou de l'autre de la barricade. Autrement dit, la barricade, c'est une machine à faire advenir le peuple. Donc, ce que donne à voir cette image, c'est d'abord son propre point de vue. Alors, très concrètement, d'abord, on a pu établir qu'elle fut prise depuis le grenier d'une maison détruite un an plus tard, en 1849, donc au 92 rue du Faubourg du Temple. En déchiffrant les inscriptions du lieu photographié, grands et petits ateliers à louer, numéro 95, lit-on sur le mur blanc de droite, en les confrontant avec la documentation cadastrale, l'historien Olivier Hill a pu reconstituer la biographie des immeubles de cette rue populaire et frondeuse, éclairant sa géographie barricadière par l'enchevêtrement des habitats dans cette ville très dense. Il est même parvenu à donner un nom à la femme au bonnet blanc qui se penche à la fenêtre, étonnée sans doute par l'étrange appareil. Il s'agit d'une jeune lingère, Pauline Pompon, habitant un studio de 25 mètres carrés. C'est elle, le punctum, qui, écrit Roland Barthes, part de la scène photographiée comme une flèche et vient me percer. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui, en elle, me point, mais aussi me meurtrit, me poigne, écrit Roland Barthes. Le lendemain, lundi 26 juin 1848, toujours au petit matin, l'ingénieur Thibault photographia du même point de vue la même rue. La barricade n'y est plus. Entre les deux images avait eu lieu l'assaut mené par le général Lamoricière, rompu aux techniques de lutte contre la guérilla par ses années de commandement des zouaves d'Algérie. Les combats furent meurtriers. On sait que 200 soldats y trouvèrent la mort et un nombre inconnu d'émeutiers. Si ces daguerréotypes constituent un événement photographique, c'est aussi parce qu'ils donnèrent lieu à l'une des premières expériences de photojournalisme. Le 8 juillet paraissait un numéro double de l'Illustration entièrement consacré aux événements de juin 1848. On n'a pas encore les moyens d'imprimer directement un daguerréotype. La gravure sur bois réalisée sur son modèle, au contour plus net, on le voit, assagit
l'image. Mais surtout, le reportage de l'illustration, exaltant l'efficacité de la répression, inverse la signification politique des prises de vue de Charles-François Thibault. L'ingénieur républicain, épris de progrès techniques mais aussi de progrès social, cherchait peut-être d'abord à rendre visible, par les formes fantomatiques du daguerréotype, la mélancolie politique d'une défaite annoncée. Cette défaite, c'est bien le grand escamotage dont parlait Zarathustra. Nous voici donc face au monstre, Léviathan, Thomas Hobbes, 1651. Cela, nous ne le savons pas encore car nous sommes face à l'image. Et face à l'image, on doit se poser la seule question qui vaille, celle que pose Horst Bredekamp dans son livre fondamental sur stratégie visuelle de Thomas Hobbes. Pourquoi Hobbes ne peut-il penser l'État sans en créer une image ? Pourquoi ne peut-il le repenser au sortir des guerres de religion qu'à condition de le représenter ? Voyez cette grosse bête. Il nous regarde, nous le regardons. Nous le regardons aujourd'hui en sachant que tout se joue là, et depuis longtemps tout, c'est-à-dire notre modernité, quelque chose comme un triple changement d'état politique, d'état moral et d'état juridique, un changement d'être pour une nouvelle anthropologie. Voici un jeu de bonneteau géant et dramatique. Le Léviathan fait le peuple d'une multitude éparse et atomisée, d'une collection disparate d'individus, et à partir du contrat qu'ils passent entre eux, il fait un seul corps, et ce corps est le peuple. Autrement dit, de la multitude instituante, il fait le peuple institué. Mais dans ce peuple se reconnaissent encore les individualités qui l'instituent. Les singularités ne sont pas gommées dans la masse de l'un. C'est ce que dit Giorgio Agamben dans son analyse de la guerre civile. Cette multitude désunie est toujours susceptible de retourner à l'état de multitude dissoute, le peuple n'existant qu'à l'instant où il choisit son souverain. Le corps politique est donc un concept impossible, toujours déjà en acte de se dissoudre dans la constitution du souverain, écrit-il. Constitution en tant que c'est à la fois, vous suivez bien, un terme médical et un terme politique. C'est ici le mot-clé. Et l'on comprend donc mieux pourquoi l'unité de la personne artificielle n'est rien d'autre qu'un dispositif optique. Voilà ce que montre l'image. Le peuple qui manque. Il apparaît au moment où il disparaît, au moment où il se soumet pour se dissoudre. Le peuple est donc l'absolument présent qui, écrit Agamben, en tant que tel ne peut jamais être présenté et donc peut seulement être représenté. Voici pourquoi Agamben fait du Léviathan un texte si densément et peut-être si ironiquement eschatologique. C'est qu'il annonce sa propre perte. On comprend mieux le caractère fantomatique de l'État qui hante le frontispice, comme un spectre, a ghost, littéralement, chez Hobbes. Mais on comprend aussi pourquoi cette apparition ne peut qu'être rendue visible par l'image, comment elle est en elle-même, et pour reprendre la théorie de Bredekamp, justement, un acte d'image. L'état advient et se manifeste comme représentation, non pas seulement comme délégation, mais bien comme figuration. Il est cette apparition qui côtoie son ombre. Il y trouve sa force, ou plutôt sa grandeur. Lorsqu'il parle de lui, Hobbes ne cesse de dire qu'il est grand. Il la trouve dans cette image. Il s'institue dans le figural, on pourrait dire psychanalytiquement dans le fantasme, ce qui est une autre manière de dire sa puissance imaginante. La personne fictive est donc bien un corps exposé, et il faut le dire avec Philippe Grignon, qui a analysé le rapport hobbesien entre représentation et communauté. Je le cite ici, cette institution de la représentation permet de faire corps à condition de ne plus considérer le corps politique à partir du corps mystique
de la République qui avait pour condition transcendantale l'incarnation. Cela dit, permettez-moi ici un second aparté, toujours depuis le temps d'où je parle, avril 2020. Cela dit, cette image aussi, je la regarde depuis longtemps. Depuis longtemps, je tente de soutenir le regard de cette grosse baudruche, pleine de la peur qu'elle inspire, cet amas d'obéissance qui n'est rien d'autre qu'un jeu de regard, presque une illusion d'optique. Mais enfin, aujourd'hui, regardez cette ville déserte, comme siphonnée par au-dessus, ses habitants aspirés dans le cloud du Léviathan, quittant les rues et les places pour s'y masser, apeurer, sidérés. Que s'est-il passé? Mais vous le savez bien, regardez, au bord de l'image, ces deux minuscules silhouettes noires, seules âmes qui vivent, avec leur bec d'oiseau. Vous les reconnaissez bien entendu, ce sont les médecins de la peste. Fin de l'aparté. Donc, il n'y a pas d'image du peuple, car l'image est le lieu même de son évaporation. Il y est ventilé. Mais alors, c'est certain, nous allons nous quitter ainsi, nous disperser ainsi, ayant démontré qu'il n'y a pas d'image du peuple. Tu parlais de Georges Duby, qui espérait percevoir un peu du populaire dans la diffraction des images mentales des classes dirigeantes. Il le dit bien dans un article de la revue L'Arc, qui s'appelle « Le mental et le fonctionnement des sciences humaines ». Et l'exergue de son article, mais nous allons sombrer dans les abîmes effrayants du scepticisme, signé Pécuchet, pas Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, non, Pécuchet. Alors, que lui répondrait Bouvard? Mais regarde les pieds sales des gaillards bien dévots, peints par Caravage. Ne sont-ce pas des mauvais garçons napolitains qu'il a peints là? N'y a-t-il pas quelque image du peuple? Et au moment où Hobbes écrit son De Quive en 1642, année révolutionnaire, les frères Lenain ne peignent-ils pas le repas des paysans? Là, nous y sommes, non? Et oui et non. Oui et non, le tableau est célèbre, mais son auteur est obscur. Les frères Lumière ont inventé le cinéma car ils étaient deux, a dit mystérieusement Jean-Luc Godard. Certes, mais les frères Lenain étaient trois. Antoine, Louis, Mathieu. Et on ne sait pas bien quand ils sont nés, à Laon, entre 1600 et 1610. Antoine Lenain est compagnon peintre à Saint-Germain-des-Prés en 1632 et passe marché avec la ville pour faire un portrait collectif de la municipalité destiné à la grande salle de l'hôtel de ville. Ça, on le sait. Il peint donc pour ces bourgeois qui ne veulent dire leur nom mais aiment tant se dire au lieu du peuple. Ils habitent rue de Taranne, peignent ensemble, signent ensemble. Ça, on le sait. La cour et l'académie ne les aiment guère, c'est un bon début. André Félibien, historiographe et secrétaire de l'Académie de peinture, admirateur de Poussin, les méprise. Ça commence bien. Je le cite, « Les frères Lenain faisaient des portraits et des histoires, mais d'une manière peu noble, représentant souvent des sujets simples et sans beauté. » Nous le tenons, notre réalisme populaire, non ? Peintres de la réalité. C'est ainsi qu'on les désigna pour la grande exposition de l'Orangerie de 1934. Cette toile est de la chaire à sociologie de l'art. Voici au fond un lit à colonnes dont on devine les hauts piliers qui soutiennent le ciel d'étoffe. Comparons-le à des inventaires après décès et nous pouvons faire le point. Nous voici dans la chambre de fermier aisé du bassin parisien, non loin de l'âtre, et les paysans ont sorti leurs pichets vernissés pour offrir du vin à un col blanc, habillé à la mode Louis XIII, sans doute un citadin, peut-être le propriétaire venu renouveler le bail de ses fermiers. Mais si les frères Lenain sont des peintres réalistes, ils le sont d'abord du réalisme dans la doctrine de la transsubstantiation.
Et ce qui fait image ici, c'est d'abord la charité eucharistique, du pain, du vin. Bon sang, mais c'est bien sûr, le crime était presque parfait. Nous revoici ramenés vers le corps mystique de la société. Cette société eucharistique dont la dévoration étatique représentée par le Léviathan n'est que le renversement monstrueux. Le peuple s'est dispersé, là encore. Il s'est proprement volatilisé en peuple de Dieu. Pardon de m'abandonner une fois de plus à mes ritournelles, mais j'aimerais citer une fois de plus, ici, maintenant, pour conclure, ce passage somptueux de Maurice Blanchot dans La communauté inavouable. Il ne faut pas durer. Il ne faut pas avoir part à quelque durée que ce soit. Cela fut entendu en ce jour exceptionnel. Personne n'eut à donner un ordre de dispersion. On se sépara par la même nécessité qui avait rassemblé l'innombrable. On se sépara instantanément, sans qu'il y eût de reste, sans que soient formées ces séquelles nostalgiques par lesquelles s'altère la manifestation véritable en prétendant persévérer en groupe de combat. Le peuple n'est pas ainsi. Il est là, il n'est plus là. Il ignore les structures qui pourraient le stabiliser.